Bonjour à tous, je m'installe avec mademoiselle Shannon pour un petit instant de lecture avec vous. Alors, elle était toute chaude, elle était endormie sur le fauteuil, hein ma chérie? Oui. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi un livre qui m'intéresse énormément, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, qui s'appelle « Les mots qui polluent, les mots qui guérissent ». Alors, ce livre est de Joseph et Caroline Messinger. Je vais vous lire la 4e de couverture, et puis le début du livre, et puis le paragraphe que je vous ai choisi. À la lettre M. Oh oui, ma puce. Oh là là. Elle fait la fille qui tremble et qui est vraiment pas bien du tout dans mes bras. Alors, les mots qui polluent, les mots qui guérissent. Quand les mots guérissent, les mots. Je n'y arriverai jamais. Il faut que tu sois le meilleur. À quoi bon? Les mots peuvent être les virus des virus lorsque leur double signification échappe à notre conscience. Ils dévalorisent alors notre estime de soi. Grâce à cet ouvrage, apprenez à reconnaître les termes nocifs ainsi que ceux qui nous libèrent et nous gratifient. Un lexique des expressions frauduleuses et leur analyse, les formules réparatrices pour être l'acteur principal de sa vie. De nombreux exemples. Joseph et Caroline Messinger. Joseph Messinger était psychologue et spécialiste de la communication verbale et non verbale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le langage des gestes. Caroline Messinger, son épouse, est écrivain et se passionne pour le décryptage verbal dans la relation parent-enfant. Passionnant de chez Passionnant. Alors, ce livre est un lexique des mots contaminés construit sur un principe alphabétique immuable. Pour le consulter, vous avez 3 approches possibles. Vous le consultez en fonction de vos humeurs. Les tics verbaux et formules types sont classés par ordre alphabétique en fonction du mot-clé de la phrase. Vous vous reportez à l'index des formulations qui constituent la manière de base de ce livre très pratique. Vous recherchez le thème qui retient votre attention dans l'index thématique en fin de volume. Vous y trouverez toutes les formulations associées à chaque thème, ainsi que les pages à consulter. Si vous recherchez une formule ou une sentence particulière, reportez-vous à la table des matières en fin d'ouvrage. Chaque phrase est classée en fonction de son verbe inducteur. Je voulais prendre rendez-vous, ou du mot principal dans lequel la phrase n'a plus de sens. Comme vous pouvez le constater, nous avons tout mis en œuvre pour faciliter l'accès aux informations que contient ce volume. Nous formons le vœu qu'il vous aidera à transformer la relation que vous entretenez avec votre moi et qu'il vous aidera indirectement à choisir les mots qui guérissent plutôt qu'à privilégier un discours polluant. La magie d'un mot vient de ce que le son qu'il forme et le sens qu'on lui attribue agissent de concert sur les émotions qui le reçoivent. Et vos émotions valent bien une messe. Il y a des mots qui rendent sourds, des phrases qui rendent aveugles, mais surtout il y a des hommes qui en abusent, auxquels il faudrait couper la langue. Moi j'ai bien aimé, déjà rien que la préface du livre, j'ai bien aimé. Alors, on y va. Le pouvoir des mots. Harry s'exprime avec aisance, il porte beau et cherche à séduire ses interlocuteurs. Armé d'un bac plus HEC, il se sent bien dans ses souliers. Il a fait une grande école. Les affaires tournent un peu au ralenti. Mais c'est la faute à pas de chance. Harry est optimiste. Il est à moitié plein d'espoir et non à moitié vide de ses illusions. Pas encore. Les années passent et la carrière d'Harry fait du surplace. Progressivement, son discours est encombré par des formules contaminées à l'insu de son plein gré. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur M, de la part de Harry Martin. Bonjour Monsieur M, Harry Martin de la société XXX à l'appareil. Je voudrais vous proposer un rendez-vous. Comment?
Pas cette semaine? Ah bon, oui, je vois. Oui, mais non. Oui, oui, je vois. Bien sûr. Bon, je pensais pouvoir vous montrer la nouvelle gamme de... Ah oui, non, oui, oui, je vois. Je m'excuse, je suis désolée de vous avoir dérangé. Une autre fois peut-être? Harry Martin a utilisé 9 formules contaminées en italique dans le texte en l'espace de quelques dizaines de secondes passées au téléphone. Il en est totalement inconscient. Harry n'a aucun pouvoir de persuasion, aucune présence, d'où le taux d'échec élevé qu'il enregistre dans ses prises de contact téléphoniques. Les mots qui se bousculent dans sa bouche pour former une phrase obéissent aux ordres de votre conscience. Inconsciente des pouvoirs rouillés, chaque mot que vous exprimez est un quantum d'énergie. Chaque conglomérat de mots expectorés est une gabegie d'énergie. La plupart des gens parlent pour ne rien dire. Ils meublent les silences, entretiennent un pont suspendu entre leur individualisme forcené et l'existence des autres. Je n'ai rien à te dire serait une formule très mal perçue par celui qui la reçoit. Et pourtant, après un bonjour, comment vas-tu, on peut parfaitement se retrouver en panne d'inspiration, de rumeurs à colporter ou de nouvelles fraîches à consommer sur le pouce. On ne va pas se regarder dans le blanc des yeux. Il nous faut des demi-mots, des trois quarts d'avis, des opinions et demie, des faits divers macrobiotiques d'une vie ordinaire pour combler le vide qui s'installe inévitablement entre deux personnes qui n'ont rien à se dire. La majorité des gens ne regardent jamais les mots au fond des yeux. D'ailleurs, ça veut dire quoi, regarder les mots au fond des yeux? Comme si les mots avaient des yeux. Et pourtant, les mots vous regardent agir. Penser ou croire? Le choix exclusif d'un verbe noyau, il est le noyau de la phrase, dans le vocabulaire dont nous disposons, n'est pas aussi innocent que vous pourriez le penser. Je crois que tu devrais faire un effort. N'est pas? Je pense que tu devrais faire un effort. La jeune épouse sceptique croit, tout en posant ses doutes ou ses coudes sur la table de la cuisine, entre les épluchures de pommes de terre et le poisson pané. Elle n'a pas confiance en son compagnon, mais elle se sert du verbe se, donner l'illusion d'y croire. Le citoyen politiquement correct pense, mais pense-t-il vraiment ou n'est-il qu'un écho cloné de la pensée unique qui lui permet de s'identifier à tous ceux qui s'assemblent pour se ressembler? Les mots sont à disposition du locuteur pour se donner bonne conscience et pas seulement pour transmettre le message. Le temps de la déprime. Nous avons chacun une manière spécifique de nous exprimer en fonction de divers critères. Instruction, culture, intelligence, origine sociale, etc. Mais la manière dont nous agençons nos phrases, la concordance des temps que nous privilégions, l'usage de certains vocables accidentels ou à la mode, appartiennent tous à l'organisation d'un discours manipulé par l'éducation qui a modelé notre pensée. Tu ne voudrais pas revoir tes leçons, s'inquiète la maman dépressive. Le mode interronégatif, ne pas, doublé d'un conditionnel voudrait, induit automatiquement la négation. Le mode affirmatif, doublé du même conditionnel, induit l'hésitation. Tu devrais revoir tes leçons. Le mode affirmatif, reposant sur le présent de l'indicatif, induit le passage à l'acte. Sans réflexion préalable, dans la majorité des cas, je veux que tu revoies tes leçons. Tout individu qui s'affirme en parole existe à ses propres yeux et fatalement à ceux des autres. Pour n'importe quel battant, le conditionnel est un temps qui aurait pu exister. Pour le dépressif, il existe vraiment. La balistique des mots contaminés. Dans cet ordre d'idées,
Le simple fait d'écouter l'autre, qui est un acte élémentaire de charité, peut devenir une activité enrichissante sur le plan d'une meilleure appréhension de ses motivations. Il ne s'agit pas de pointer du doigt la pauvreté de vocabulaire dans laquelle s'enferment certains, mais de décrypter leurs abus de langage, la langue de bois, les glissements de sens, les litotes, les prolepses, etc. En un mot comme en 100, les mots contaminés hypothèquent la capacité de dialoguer et déprécient la qualité du message. Les ghettos du langage existent aussi, mais ce sont les individus qui s'y enferment. Les mots peuvent être des virus ou des antidotes contre la maltraitance verbale. Tout dépend de la manière de s'en servir, car les mots nous viennent naturellement, mais leur double signification échappe à notre conscience. Trop n'est jamais assez. Je me tue à la tâche est une manière comme une autre de mourir avant l'heure, une manière de programmer sa disparition pour ne pas devoir affronter la vacuité d'un avenir sans devenir. Conjuguée à la deuxième personne du singulier et dite avec commisération ou sous forme de reproche par un conjoint, la formule devient un goutte à goutte infecté. Tu vas te tuer, mon pauvre ami. Le surmenage est le résultat d'une contamination verbale et non un besoin d'en faire trop parce que même trop n'est jamais assez. Qui dit contamination dit agent pathogène et victime en puissance, le couple infernal. Tu en fais toujours trop est l'une des formules consacrées par les agents pathogènes. Il n'en fait qu'à sa tête, lance la mère à un témoin en présence de son fils. Encore une manière de planter le virus du surmenage en utilisant la troisième personne du singulier pour envoyer un message détourné à son enfant. Le fils se sentira obligé de prouver à sa mère ou à celle qui aura repris le rôle qu'il peut y arriver grâce à son fabuleux esprit d'initiative et à sa force de travail herculéenne. Il démultipliera les efforts, il vivra à 5000, 6000 tours minute pour y parvenir. Et puis, un premier infarctus vers la quarantaine, ou même avant. Mais ce ne sont pas les mots qui polluent qui manquent à l'appel. Nous allons en faire le tour pour bien vous en imprégner. Des sentences présumées coupables, d'écourter votre passage sur terre, et cela vaut le détour, si vous ne voulez pas mourir idiot. Une autre dynamique mentale. La situation dans laquelle vous baignez jusqu'au cou est une vie que vous partagez avec votre entourage. Il faut donc que vous considériez cette existence comme une pièce de théâtre dont vous n'êtes ni l'acteur principal, ni le metteur en scène. Surtout pas. Vous faites partie de la distribution. Tel est le décor que vous devez planter pour vous protéger initialement de ces mots polluants dont vous êtes la victime désignée, avec ou sans votre consentement. Comment arrive-t-on à programmer cette dynamique mentale particulière? En prenant du recul, mentalement, chaque fois que les signaux verbaux qui vous sont destinés virent au rouge, chaque fois qu'une formule polluante est exprimée à votre intention. Prendre du recul, c'est reculer dans sa tête, avant de sauter à pieds joints sur la première réplique qui vous vient aux lèvres. Donnez-vous le temps de répondre ou de demander à votre interlocuteur de bisser sa question, ce qui est aussi une façon de renvoyer la balle. Le gilet par mot. Dépêche-toi, on va être en retard. Cette phrase sous-entend que vous n'êtes pas encore en retard, puisque ce retard est précédé du verbe aller. Ce qui va être n'est pas encore et ne sera peut-être jamais. Ce que disent les autres est plus important que ce que vous leur répondez. Chaque mot, chaque phrase émise en compagnie du verbe aller en tant que verbe noyau est un missile contaminant. N'oubliez pas que vous avez mis en place cette possibilité
en adoptant le stress comme mode de fonctionnement. L'évidence que nous avons écrite en gras est un missile antimissile, une phrase magique. Elle a pour mission de contrer toutes les pollutions verbales associées au verbe aller. Elle est votre réplique mentale, votre gilet pare-mots qui cuirasse vos émotions contre la procrastination. Les phrases réparatrices. Tu n'y arriveras jamais dans les délais est une autre suggestion négative, dont le noyau est le verbe arriver. La réplique réparatrice qui stoppe les dommages que ce verbe est capable de vous infliger est la suivante. Il ne faut jamais mesurer la distance avant de l'avoir franchie. Cet aphorisme est une phrase réparatrice, magique, curative. Comme vous l'avez compris, le choix des armes est évidemment verbo-mental, car ces évidences ne doivent pas être déclamées à haute voix, mais pensées avec force quand les formules polluantes vous frappent de plein fouet. Réplique classique et contre-réplique. Mesure et contre-mesure. Comment on fera si tu tombes malade, si on ne peut plus payer les traites, si on est en retard, etc., etc., etc. Pourquoi ferais-je ce que tu veux que je fasse ? Pourquoi devrais-je souffrir d'un destin qui n'est pas le mien ? Sous-entendu, tomber malade, ne plus payer les traites, être en retard, etc., etc., etc. Face à tous les comment faire, la seule réponse réparatrice commence par « pourquoi faire ?» Le sens de cette réplique est élémentaire. C'est toi qui veux que je tombe malade, que je ne paye plus nos dettes, que nous soyons en retard. Pourquoi devrais-je t'obéir ? Comme vous l'avez remarqué, la réplique réparatrice est essentielle pour soutenir la pensée positive. Les mots guérisseurs sont des vérités à usage personnel, dont il est indispensable de vous imprégner pour protéger efficacement votre territoire mental. Toutes ces phrases magiques, vous les retrouverez à la suite de la plupart des formules contaminées reprises dans cet ouvrage. Coercition, pression, contrainte, joug, asservissement. Le stress est un harnais verbal que nous refusons d'entendre. Vous finissez par adopter le langage de votre entourage pour combler votre peur du vide. Tout doit être fini avant même d'avoir été commencé. Tout ce qui est commencé est déjà achevé en théorie. Le seul moyen connu à ce jour pour stopper cette folie du temps qui vous file entre les doigts est la dépression. Nous vous proposons de tester les mots qui guérissent avant d'arriver au 36e parallèle de la déprime. Les mots nous trahissent. L'expression adverbiale tout à fait ponctue les réponses d'une multitude de gens. Quel est le sens réel de ce type de langage ? Sa traduction peut varier de « pas du tout » à « je vous ai entendu, mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous ». Logiquement, tout à fait devrait correspondre à entièrement. Mais le sens de cette expression a été dévié. Elle est devenue une réponse consensuelle destinée à apaiser les doutes ou l'agressivité latente de l'autre. C'est aussi une bonne manière de se débarrasser d'un bavard impénitent en lui offrant cette expression en staccato avant de le quitter. Comme c'est le cas pour les gestes, les mots nous trahissent aussi à notre insu. La gesticulation verbale. La communication verbale est un agrégat de phrases toutes faites, de lieux communs répétés à l'envi. Il n'y a pratiquement pas de prise de conscience de leur portée émotionnelle négative sur les comportements de celui qui reçoit le message. À vue de nez, à peine 20% des mots émis pour exprimer une opinion ou pour rapporter un fait sont insignifiants. Les 80% restants sont de l'habillage ou du babillage, de la gesticulation verbale.
On remplit les trous pour éviter que le vide, synonyme d'ennui, ne s'installe. La communication interindividuelle est à ce point inefficace qu'elle se transforme en une litanie de propos qui se suivent comme des chenilles processionnaires et se répètent à l'infini, pareil à eux-mêmes. Excusez-moi, j'adore. Le fusible de la conscience de soi. Le problème auquel nous sommes tous confrontés repose sur la manipulation de la pensée. On ne pense pas ce qu'on dit et on ne dit pas ce qu'on pense. Il est indispensable de protéger la pensée en la dissimulant derrière un paravent de mots, d'idées préconçues et de préjugés sans âme. Et puis surtout, l'intervention de la parole fait sauter le fusible de la conscience de soi. Plus on parle, moins on s'écoute. Les mots s'échappent de votre bouche sans que vous ne puissiez censurer vos propos au préalable. Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ou bien, les mots ont dépassé ma pensée. Ou bien encore, je ne pensais pas ce que je disais. Sont quelques-unes des excuses qui invalident les propos émis par le locuteur imprudent, mais surtout inconscient de la portée d'un discours qui échappe à sa conscience. La communication verbale est devenue un automatisme incontrôlable parce que soumise à un stress particulier, celui de la réponse à tout prix. Nous n'avons plus le temps de réfléchir avant de parler. Celui qui ne répond pas du tac au tac est considéré comme un débile. La lenteur supposée de l'esprit devient une tare quand le temps presse. Il faut être capable de répondre dans l'instant n'importe quoi, mais de répondre pour ne pas se faire piquer son précieux temps de parole, qui est aussi un précieux espace d'affirmation de soi. Les mots frelatés. Les perles de la parole sont révélatrices des combats qui se livrent dans le jardin secret de la pensée individuelle. Nous les entendons souvent sans prendre la peine de les décoder, et ce sont parfois de merveilleux morceaux d'anthologie. Un spectateur sort d'une salle de cinéma, il vient d'assister à un film dont Europe 1 se fait l'écho. Ils ont coproduit le film en question, c'est de bonne guerre. Franchement, je ne regrette pas d'avoir vu ce film, avoue-t-il naïvement au journaliste qui l'interroge. Affirmation négative, précédée d'un adverbe frauduleux, les avis sincères n'ont jamais besoin d'étaler leur franchise. La formule est sincèrement frelatée. Une affirmation négative équivaut à une négation dans l'affirmation. Et toc, l'image de soi. Il existe un rapport très étroit entre le mot et l'image de soi, qui est le versus de l'image publique. L'image de soi est l'image du roi qui règne sur un immense royaume, celui de la conscience d'exister par la grâce de tous les mots qu'il possède. C'est aussi le miroir d'une existence qui se déroule sous les projecteurs de votre ressenti dans le brouhaha des paroles échangées, mais aussi sous le regard d'autrui. L'image de soi, l'image publique, le danger qui nous guette, tout est la banalisation du langage construit, jour après jour, sur des stimulations verbales, répétitives, vidées de toute émotion, mais carrément polluantes pour les oreilles qui les entendent. À quoi ça sert de décontaminer les mots? Il y a des mots qui freinent la vie, des mots qui polluent la confiance en soi, des mots qui dévalorisent l'estime de soi et des mots qui tuent. Mais il existe aussi des mots qui libèrent, qui gratifient, qui sentent bon et qu'on écoute avec ravissement. Le choix des mots est comme le choix des armes. Ils sont indispensables pour évoluer vers le bien-être affectif, psychologique ou professionnel. Le discours est une programmation qu'il est toujours possible de modifier. Tous les vilains canards peuvent devenir des cygnes. Les mots sont des quantas, des grains d'énergie positive, neutre ou négative. À vous de choisir le menu en prenant conscience de la valeur émotionnelle qu'il véhicule. Il y a des termes infréquentables et d'autres qui enrichissent votre image sociale et font la fortune de votre bien-être. Nous vous invitons à consacrer votre temps perdu
à une visite guidée des mots qui vous polluent et des formules réparatrices qui guérissent. Vous ne ressortirez pas indemne de ce livre d'un genre nouveau. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Voilà donc la petite préface du livre. Ensuite, ça se présente comme un petit dictionnaire. Donc, ça va de A à Y. Donc, à la fin, vous avez tous les mots. Donc, vous pouvez chercher. Donc, je vous donne un petit exemple. À la lettre V, on a vaincre, valoir, vide, voir, vouloir, vrai, vraiment. Vous voyez, c'est pas mal. Alors, moi, je vous ai choisi la lettre M, puisque cet instant de lecture rejoindra les instants de lecture du type Grand Dictionnaire des mots et des maladies de Monsieur Jacques Martel. Hein. J'ai choisi la lettre M, c'est pas moi qui ai choisi, j'ai ouvert le livre. Et voilà, en accord avec mes guides, j'ai choisi cette lettre. Alors on tombe sur le mot mal, M-A-L. Je suis mal dans ma peau, docteur. La peau du dépressif est un costume mal ajusté. Je me sens mal, je suis mal dans ma peau, sont les répliques stars de la déprime. Comme si le corps pouvait être assimilé à une paire de godasses trop étroites ou trop petites. Soudain, les sentiments rétrécissent, les émotions jouent à saute-mouton. Les impressions se passent du noir de charbon sur le visage. L'horizon se bouche et il devient impossible de zapper sur des souvenirs heureux pour se remonter le moral. Je suis mal dans ma peau, se fait tout petit. On dit qu'il régresse, qu'il transgresse les lois du bonheur. Il sort de cette jungle qu'est la vie pour ne plus combattre que ses propres cauchemars. La déprime est une prime au chômage des énergies vitales, une démission face aux efforts consentis par le passé. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est un sous-ensemble de souvenirs refoulés qui se liguent contre votre conscience pour vous faire trébucher sur de mauvais rêves. Les mots qui guérissent. N'hésitez pas à vous rendre chez le psy. Il ne faut pas croire que ça vous passera comme un rhume. La déprime est un état d'alerte, une réaction de survie que programme votre inconscient pour vous aider à prendre du recul, mais aussi pour vous signaler que rien ne va plus. Il faut extraire le mal de la peau qui vous protège. Vous n'êtes pas mal dans votre peau. C'est votre mental qui souffre du télescopage de vos pensées parasites. Votre corps n'est pas une paire de godasses neuves qui devront se faire à vos pieds. Il est une enveloppe qui vous permet d'exister et que vos pensées polluent avec des mots inutiles. Malade. J'en suis malade. Mais je me soigne. Lorsqu'un événement risque d'ébranler une personne jalouse ou particulièrement bilieuse, on dit parfois qu'elle va en faire une maladie. De même, certains se disent malades de peur, malades d'inquiétude, malades de désespoir. Ainsi, le langage populaire a pris l'habitude d'associer la maladie à une émotion trop forte. Et en effet, dans la pratique médicale, on constate que certaines affections surviennent à la suite d'une émotion violente, justement entretenue par l'effet suggestif du message verbal contaminant. Je suis malade est le titre d'une chanson extraordinaire, reprise par des dizaines d'artistes dont Dalida et Serge Lama ont fait un tube qui traverse le temps. Il s'agit d'un message suicidaire, apocalyptique, autodestructeur, message contaminant qui a rencontré un succès d'autant moins surprenant qu'il s'adresse à une population franco-française, grosse consommatrice d'antidépresseurs et autres psychotropes. L'expression est hautement iatrogène. Ce terme désigne généralement la nocivité d'un médicament ou le traitement inadapté d'un médecin. Personne, pas même Serge Lama, n'a obligé qui que ce soit à s'identifier au titre de cette chanson. Avait-il envie ou besoin d'être malade? Certaines personnes en ont fait une sorte de refrain verbal délicieux qu'ils vous ressortent à la moindre contrariété. Ils finissent souvent par se convertir à l'hypocondrie et font partie de tous ces faux malades qui plombent le budget de la Sécu. Les mots qui guérissent de la maladie verbale. Ils n'intéressent surtout pas les hypocondriaques, cela va de soi. Mais méfiez-vous des amis ou des collègues qui abusent de ce refrain.
ce sont des pompeurs d'énergie. Et c'est vous qui risquez de tomber en carafe à force de les fréquenter. L'effet suggestif du message contaminant est suffisamment éloquent pour que vous appreniez à ne plus être malade de vos émotions négatives. J'ai peur. Et non, je suis malade de peur. Je suis inquiet. Et non, je suis malade d'inquiétude, etc., etc. La substitution est facilement applicable. Donc, la substitution de « oh là là, je vais m'en rendre malade si je continue comme ça », c'est « oh là là, si je continue comme ça, non, je dois changer d'attitude, je ne continue pas comme ça, j'avance, je vais bien », par exemple. Voilà, donc je vous ai fait un petit début d'instant de lecture avec ce livre. Je vous en ferai. Alors, je ne vous referai pas toute la préface comme je viens de le faire. Donc, je vais intituler cette vidéo numéro 1, des mots qui guérissent, des mots qui polluent, des mots qui guérissent. Et puis, de temps en temps, je vous choisirai 2-3 mots et je vous referai la lecture des mots qui polluent, des mots qui guérissent. Et je ferai peut-être un mixte avec le livre de Monsieur Jacques Martel, Dictionnaire des mots et des maladies. Je vous dis namasté. Alors, je ne peux pas trop parce que il y a Miss Tinguette là. Ah, ma chouchounette. Ma petite cacahuète. Oh, ma cracotte. Bon, allez. Je t'ai réveillée du coup. Je vous dis namasté. Je vous dis à très bientôt pour un autre instant de lecture. Pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, si vous voulez recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne, ce qui est quand même beaucoup plus simple, il suffit de vous abonner. Vous vous créez un petit compte YouTube, vous mettez une adresse mail valide. Et quand vous vous abonnerez même à d'autres chaînes, vous recevrez une notification par mail et comme ça, vous serez averti quand je poste une vidéo. Je pense que vous avez compris le principe, je le répète dans chaque vidéo. J'apprécie les commentaires sous la vidéo, j'aime bien qu'on en discute, ça me permet de ne pas partager toute seule parce que sinon ça s'appelle un monologue. Et ça nous permet d'échanger pendant ces périodes de restriction qui sont quand même assez... voilà. À très vite. Alors, je vais me lever pour couper la caméra parce que je ne fais pas de montage vidéo.